Le second intérêt de la distribution des temps de séjour, des mesures de distribution des temps de séjour, c'est de pouvoir faire de la modélisation de l'hydrodynamique macroscopique des équipements en vue de leur représentation, en particulier lorsque ce sont des réacteurs. Alors, on va avoir différents types de modèles, donc on en a déjà vu deux. Le modèle qui correspond au piston parfait, on a vu le modèle qui correspond au réacteur parfaitement agité, et ici c'est le modèle de dispersion axiale, lorsqu'on va avoir affaire à un réacteur piston dispersif. On peut définir soit un coefficient de dispersion axiale, donc ici on a l'équation classique d'un système dispersif, avec des dérivées partielles en espace et en temps. Et si on fait l'analyse de ça et qu'on récupère l'expression de la fonction de distribution des temps de séjour, eh bien elle aura l'expression qui est ici, qui est un petit peu complexe, mais qui fait apparaître un paramètre important qui est le nombre de Peclet. Donc en fait, on va pouvoir comparer les courbes expérimentales que l'on va déterminer avec des courbes dans lesquelles on va avoir un paramètre qui va permettre d'ajuster au mieux la courbe expérimentale avec ce modèle. Et donc ce paramètre, c'est le critère de Peclet. Alors ici, je vous ai représenté l'allure de la courbe pour différentes valeurs du nombre de Peclet. Donc vous voyez que lorsque le nombre de Peclet est très faible, on va avoir quelque chose qui est assez typique d'un réacteur parfaitement agité. Et puis plus on va avoir le nombre de Peclet qui va augmenter, plus on va avoir quelque chose qui va s'approcher. Alors pour l'instant, c'est encore une courbe en cloche, mais si on augmente encore fortement le nombre de Peclet, on va finir par s'approcher du réacteur piston. Et en fait, on considère que si le nombre de Peclet déterminé en comparant le modèle avec la courbe expérimentale est de l'ordre de 200 ou plus, c'est un nombre adimensionnel, le nombre de Peclet, ça veut dire qu'on a atteint le réacteur piston parfait ou quasi parfait. Donc quand le Peclet est supérieur à 200, on assimile ça à un réacteur piston. Deuxième modèle qu'on va pouvoir utiliser, c'est le modèle de la cascade de réacteurs parfaitement agités. Avec un nombre J de réacteurs parfaitement agités, on peut montrer que la fonction de distribution des temps de séjour a la forme qui est indiquée ici. Donc encore une fois, une forme un petit peu complexe, mais qui va permettre de comparer toujours une courbe expérimentale de distribution des temps de séjour avec une modélisation réalisée avec ce modèle-là, en faisant varier le paramètre J, qui apparaît plein d'endroits, vous voyez dans le modèle. Donc en faisant varier ce paramètre, on va pouvoir essayer d'ajuster la courbe modèle avec les expériences qui ont été réalisées. Et si on regarde comment va se présenter cette courbe en fonction de ce nombre J, évidemment, avec un J égale 1, on retrouve exactement le réacteur parfaitement agité. Ça, c'est heureux. Et ensuite, on voit que si on augmente le nombre de réacteurs parfaitement agités en cascade, eh bien, on va s'approcher petit à petit d'une courbe en cloche comme ça, puis ensuite d'un réacteur de plus en plus piston. Et finalement, on voit qu'il y a quand même un certain lien entre les deux modèles, en particulier lorsque on s'approche du réacteur piston. Donc ici, j'ai fait un exemple où j'ai mis la courbe de distribution des temps de séjour du piston dispersif avec un Peclet de 100 et de la cascade de réacteurs parfaitement agités avec 50 réacteurs parfaitement agités. Et on voit que pour ces valeurs-là, on a quasiment superposition des deux courbes donc de distribution des temps de séjour. Donc en fait, lorsque l'on a des nombres de Peclet ou des nombres de réacteurs parfaitement agités plus faibles, on va avoir une différence un peu plus marquée entre les deux modèles. Mais ensuite, au-delà de cette valeur, on va avoir vraiment les courbes qui sont quasiment confondues et qui vont l'être parfaitement lorsqu'on va vraiment atteindre le réacteur piston. Donc on avait dit que c'était pour un Peclet supérieur à 200 qu'on considérait qu'on avait le piston parfait, et on considère qu'au-delà de 100 réacteurs parfaitement agités en cascade, on a aussi atteint l'équivalent d'un réacteur piston parfait. Alors l'intérêt de ça, ça va être ensuite de pouvoir essayer de représenter un réacteur réel. Pour ça, on va se baser sur des motifs élémentaires. Donc on a le réacteur parfaitement agité, le réacteur piston pur et le réacteur piston dispersif.
voyez, il se représente avec un schéma qui est similaire au piston pur, mais en mettant cette petite flèche qui symbolise le fait qu'on a un petit peu de mélange axial à l'intérieur du système. Donc cette dispersion est représentée ainsi. Donc finalement, ces différents modèles, on les a décrits. Le réacteur parfaitement agité en cascade, c'est tout simplement plusieurs réacteurs parfaitement agités associés. Et donc on va pouvoir associer ces motifs élémentaires de différentes manières pour essayer de représenter ce qu'on a pu observer dans notre réacteur réel, si jamais les modèles initiaux des motifs élémentaires ne suffisent pas, et même en ajustant la valeur du Peclet ou du nombre de réacteurs parfaitement agités, on n'arrive pas bien à se caler sur la courbe qu'on a obtenue. Alors ces associations, c'est des choses classiques, on va pouvoir faire des associations en série, des associations en parallèle, et puis on peut faire des choses avec des échanges, ça permet de représenter notamment ce qui se passe au niveau des recirculations. On peut aussi évidemment représenter les courts-circuits et puis éventuellement des choses avec des recyclages. Donc ça permet, à partir d'un modèle, d'une mesure de distribution des temps de séjour, de remonter à un modèle de l'hydrodynamique réelle sur le réacteur en associant plusieurs motifs comme ça.